Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. 20 ans de prison et 60 milliards d'amende collective à verser à l'État. Tel est entre autres le verdict de la criette prononcée contre Bokor, Meki et Nieri ce 30 janvier dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État. Le point dans cette édition. On parle de défense au Bénin. Les réformes opérées dans ce secteur depuis l'avènement du gouvernement Talon à ce jour sont exposées par le ministre Alain Fortuné-Noati dans une émission. Nous y reviendrons. Hors de nos frontières, plus précisément en Ouganda, l'épidémie d'Ebola est confirmée à Kampala et fait au moins un mort selon le gouvernement. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous. Le verdict de l'affaire complot contre l'autorité de l'État est tombé ce jeudi 30 janvier 2025 à la Criette. La Cour condamne Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri à 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics. Et chacun d'eux devra verser une amende de 4,5 milliards et ils paieront de façon collective à l'État 60 milliards de francs CFA pour préjudice subi. Dans sa décision, la Cour ordonne aussi la confiscation de 1,5 milliard saisis au domicile de Omeki. Elle ordonne également la saisie des 55 millions de francs CFA dans les livres de la NCA Assurance Côte d'Ivoire, sans oublier la saisie du véhicule 4x4 dans lequel les sous ont été entreposés. Selon la décision de la Cour, certains prévenus ont été acquittés. Il s'agit entre autres de Sanissou Ganilou et Corneille Gbagidi. Pour d'autres, à l'instar de Hugues Crépin à Djigbekon, ils bénéficient de doutes. Les prévenus, il faut le noter, ont 15 jours d'appel, ont 15 jours pour faire appel. Et en attendant, cette édition se poursuit. Depuis 2016, le gouvernement béninois a entrepris des réformes audacieuses pour redynamiser le secteur de la défense. Lors de l'émission Reddition de compte au PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Aounou de la télévision nationale et Franck Aounou de Canal 3 Bénin, le ministre délégué chargé de la défense nationale Alain Fortuné-Noati a exposé le bilan des réformes engagées dans son département ministériel. Et on l'écoute pour plus de précision. L'armée béninoise se porte bien parce qu'elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle. En 2016, le taux de disponibilité opérationnelle, on appelle taux de disponibilité opérationnelle la capacité d'une unité à réagir face à une menace, était de 17%. Et pour illustrer mes propos, je peux vous dire, compartiment par compartiment, au niveau de l'armée de terre, les fondamentaux demandent qu'on ait un soldat, un fusil d'assaut. Nous étions loin de ce ratio. Au niveau de l'armée de l'air, tous les vecteurs étaient cloués au sol et n'étaient pas opérationnels. Troisièmement, la marine clouait sous les actes de piraterie répétitifs et on n'arrivait pas à sécuriser le golfe de Guinée. Devant ce constat,
notre armée n'était pas vraiment capable de réagir contre une menace exogène, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique. Devant ce constat, un programme cohérent pluriannuel de montée en puissance de l'armée a été concocté. Et ce programme, sa réalisation a permis d'avoir une montée en puissance des forces armées béninoises à travers le PAG 1 et le PAG 2. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Car sur le plan international, quand vous avez un taux de disponibilité opérationnelle inférieur à 50, on vous dit que vous n'êtes pas opérationnel. Entre 51 et 75, vous êtes à peine opérationnel. Au-delà de 75, vous êtes pleinement opérationnel. C'est dans ce segment que le Bénin est aujourd'hui et nous ambitionnons, finir avant 2026, aller à 96% de taux de disponibilité opérationnelle. Donc une armée forte. Heureusement, il y a ce phénomène qui a cours dans la sous-région depuis 2012. Janvier 2012, on a connu la première attaque terroriste au Mali. Et nous avons suivi la progression de ces attaques du Mali. On est venu au Burkina, au Niger. Et devant cette progression, le Bénin a adopté une approche anticipative. Plusieurs opérations ont été montées. La dernière en cours, qui est toujours en cours, c'est l'opération Mirador. Ce qui nous a permis de disposer déjà au niveau des zones susceptibles d'être impactées par ce phénomène de forces présentes et aguerries. La première attaque a eu lieu le 2 décembre 2021. Il y a eu l'effet de surprise, effectivement, on peut dire, mais depuis cette attaque, les forces armées béninoises repoussent toute tentative des assaillants et nous avons plusieurs dégâts dans leur rang, des dizaines de terroristes neutralisés, des centaines aujourd'hui clouent sous les verrous de la criette et actuellement les attaques se font rares et la plupart du temps à l'avantage des forces armées béninoises. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander qu'une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont perdu leur capacité de mouvement dans ces opérations. Il n'y a jamais eu de guerre sans quelques victimes. Et là, je crois que toute la nation leur en vaut. Suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence de la République qui illustre les actions menées par le gouvernement en collaboration avec le ministère de la Défense pour contrer la menace de terrorisme. Toute la sous-région ouest-africaine est en proie à l'extrémisme violent qui aboutit au terrorisme. Le Bénin a très tôt pris la vraie mesure de la menace. Des actions de prévention sont engagées. Entre autres actions, la bascule des troupes de la guerre conventionnelle vers la guerre asymétrique. Plusieurs exercices militaires ont été conduits sous le commandement du général de division, chef d'état-major général, alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fructueux Gbagidi. Cette politique d'adaptation à la menace est poursuivie par le général de division Abou Issa, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre se porte très bien, malgré les événements douloureux. Elle tient toujours le terrain. L'ennemi a du mal à pénétrer nos lignes. Pour permettre à ces troupes de faire face plus efficacement, le chef suprême des armées, Patrice Talon, demande à ses généraux un nouveau maillage du territoire. Patrice Talon est déterminé à vaincre le terrorisme. Cette chose sans visage et sans revendication, instable et toujours fuyante. Ainsi, sur tout le territoire national sont disséminés très rapidement des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés. Malaville, Segbana, Tangueta, Materi, Karimama, Kalale, Banekwara, Abomey-Calavi.
8 au total, en plus des positions installées dans le cadre de l'opération Mirador. Les postes avancés fortifiés sont des infrastructures modernes pour protéger les hommes au plus près de la menace. Ce type d'infrastructure n'existe pas au Bénin avant 2016. Aujourd'hui, les armées béninoises s'appuient sur les 15 postes avancés fortifiés pour faire face à la menace terroriste Segbana, Tanguieta, Kéru, Materi, Banikwara, Kandi. Des moyens financiers colossaux engagés par le gouvernement pour construire, équiper et faire de ces infrastructures de véritables points d'appui pour les batailles et les opérations. Le nouveau maillage effectué, Patrice Talon donne des instructions pour que très rapidement du matériel soit réalisé au profit des armées. Matériel roulant, matériel de surveillance, de communication, matériel de guerre, de protection individuelle et collective, des vecteurs aériens, avions et hélicoptères, un patrouilleur de haute mer, vedette d'intervention. Les armées béninoises n'ont jamais été aussi bien armées par le passé. Chaque soldat envoyé au front dispose de ce qu'il lui faut en termes d'armement et de protection. Même s'il faut le reconnaître, les conditions géographiques sont difficiles dans ces zones reculées. Toujours pour renforcer les armées béninoises, du matériel de pointe est en cours d'acquisition. À côté de ces énormes efforts, les conditions de vie s'améliorent progressivement en ce qui concerne la paye du soldat et surtout la prise en charge des ayants droit du soldat qui, avec bravoure, a fait sur le champ de bataille le sacrifice suprême. À l'arrière, la formation des hommes continue, formation de spécialité et aguerrissement. Une délégation d'experts juridiques américains conduite par Mark Maxwell, principal conseiller juridique pour l'Union des commandes d'Afrique des États-Unis, a été reçue vendredi 24 janvier dernier par le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Kossi Dorothée Sosa. Cette audience s'inscrit dans le cadre des préparatifs du colloque international sur la responsabilité juridique dans les opérations militaires prévues en août prochain à Cotonou. Au terme de la rencontre, M. Maxwell a souligné l'importance de la tenue à Cotonou de ce colloque qui sera co-organisé par les gouvernements béninois et américains. Il précise que le thème central du colloque portera sur la reddition de comptes dans les armées avec un accent particulier sur la responsabilité du commandant d'opération, de son conseiller juridique et du soldat en tant qu'individu. Le colloque va réunir, il faut le préciser, des représentants de 35 à 40 pays africains et offrira une plateforme d'échange sur les systèmes de justice militaire, la relation entre les différents acteurs de la chaîne de commandement, ainsi que les responsabilités individuelles au sein des forces armées. 3 objectifs stratégiques majeurs guident cette initiative. Il s'agit entre autres du renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et les États-Unis. Il faut noter que le président de la Cour constitutionnelle du Bénin a quant à lui exprimé son soutien à cette initiative, reconnaissant l'importance de la préservation de l'état de droit dans une démocratie moderne. On parle d'environnement dans cette édition. Les plastiques font partie du quotidien de tous. Emballages, bouteilles de lait, cartes bancaires, tuyaux, bassines, sachets, gobelets, téléphones ou encore les téléphones sont des outils fabriqués à base de polymère, la matière première qui permet sa fabrication. Ces déchets, une fois sur le marché, constituent de véritables problèmes au maintien d'un environnement sain. Ils favorisent d'ailleurs plusieurs maux qui mettent à mal la santé humaine. Quelles sont donc les différentes catégories de plastique qui existent et quels sont les risques liés à leur utilisation? Si Cécile Goudou, journaliste environnementaliste, en parle au micro de Romaric Tchessougo Bénou. L'utilisation des plastiques a un fort impact négatif sur notre environnement et sur notre santé d'abord. Le degré d'utilisation, je le disais tout à l'heure, c'est la matière la plus sollicitée ces dernières années. Donc, le degré d'utilisation du plastique commence par inquiéter parce que de l'industrie à l'habillement, à l'alimentation, au domaine du numérique, tous les domaines dans lesquels l'homme intervient aujourd'hui, le plastique est présent. Le plastique nous suit jusque dans nos lits. Le plastique se réveille avec nous et nous suit dans nos voitures, au bureau et partout. Et donc,
ça impacte également notre environnement parce que ce plastique utilisé, après, se retrouve dans la nature. En termes d'impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez par exemple la pollution plastique au niveau de la mer, 85% des déchets qu'on retrouve sous la mer, sous les océans aujourd'hui, ce sont des déchets plastiques. Généralement, on catégorise les plastiques en 7 types. 7 types, mais je vais revenir quand même sur les types les plus utilisés. Vous avez le polyéthylène terephthalate qu'on appelle PET. Vous entendrez PET aussi. C'est un peu comme la matière de plastique qu'on utilise pour fabriquer nos bouteilles d'eau, quand on parle d'eau minérale et tout. Vous avez les polyéthylènes à haute densité. Vous avez les polyéthylènes à basse densité. On a également les polystyrènes. C'est la matière plastique qu'on utilise pour fabriquer ce que nous appelons les emballages plastiques, les plats emportés communément, tels qu'on l'appelle communément aujourd'hui, où on vend un peu partout dans les restaurants et autres. Donc, ce sont les types les plus sollicités dans le quotidien directement. Sinon, il y a 7 types quand même de plastique. Je voudrais juste dire d'abord féliciter toutes ces ONG. On a des particuliers, on a des associations qui œuvrent vraiment dans la lutte contre le plastique, la pollution plastique. Je les salue. Et je voudrais vraiment inviter nos autorités à appliquer les dispositions législatives que nous avons. Ce serait utopique de leur dire appliquer telle loi si eux-mêmes n'ont pas en main les moyens avec lesquels ils vont dire à la population, voilà l'autre offre qu'on met sur la table, détournez-vous de ces choses-là. Si vous allez au marché d'Antokwa aujourd'hui, vous confisquez, vous arrêtez tout ce qui est produit plastique qui pourrait polluer notre environnement et que le consommateur sur le marché n'a pas une autre solution, c'est le consommateur qui va se lever encore contre vous. Donc, lancez cet appel pour qu'on arrive à promouvoir ces alternatives-là, accompagner les porteurs de projets pour pouvoir offrir une autre possibilité aux populations en matière d'utilisation de plastique. Les industries, comme je l'ai dit, ils sont dans leur logique de gain commercial et tout, mais leur rappeler également leur responsabilité environnementale et sociale, qui est quand même en jeu. Quand nous produisons, jusqu'à quel degré? Il y a des industries qui produisent, mais qui aussi à côté accompagnent des projets écologiques, accompagnent des projets environnementaux. On peut s'inscrire également dans cette logique-là, quitte à ce qu'on essaie d'atténuer un peu à côté l'effet de nos activités commerciales sur l'environnement. Le projet de création d'une ferme sociale avicole à l'aide des mamans à Aguagon dans la commune de Glazoué est entré dans sa phase active en début de cette année. Les représentants de l'association Soriso di Moc Italia ont procédé mardi au lancement officiel de la dite formation. Le reportage est signé Setodélarius Adjagueno. Les premiers poussins pontent pialent depuis quelques jours sur la ferme sociale avicole à l'aide des mamans à Aguagon, un village de l'arrondissement de Thio dans la commune de Glazoué. Mardi 28 janvier 2025, les femmes bénéficiaires du projet Maman Vite s'appliquent à les alimenter. Elles suivent les différentes indications reçues lors de la formation avant de servir la provende et l'eau aux poussins. Nous préparons amansion de anticosidien et non lutter contre dans le commun les ni ma doyani ni kokroleo et wene perio et noise de pour gona et non et patrouille là et non lutter contre aliments déséquilibrés, intoxication bon et ouais non lutter contre le stress bon. Après l'érection des infrastructures, la formation théorique des femmes bénéficiaires, l'initiative de l'association Il Soriso di Moc Italia prend ainsi forme. En général, nous avons formé 100 femmes et ces femmes ont reçu une formation théorique. Après la formation théorique, nous sommes à la phase pratique qui a démarré depuis le 17 passé où nous avons fait l'installation de poussins pontes qui sont à un très beau stade d'élevage et de développement. La ferme sociale avicole a pour objectif de sortir les bénéficiaires mais démunis de la précarité. Le représentant de l'association exhorte les femmes à utiliser à bon escient les ressources du projet. Avec grande joie que nous pouvons dire à ces femmes bénéficiaires que l'amélioration du mode de vie est possible avec Il Soriso di Moc. Et nous les rassurons que ce projet ne s'arrête pas là.
Alors là, pas du tout, parce qu'il comprend en plus la réalisation d'un amphithéâtre qui va d'ailleurs même élargir les objectifs du projet. Parce qu'avec l'amphithéâtre, nous allons organiser des programmes à caractère distractif et des programmes aussi didactifs pour organiser des séances de formation dans différents secteurs. Et cela ira toujours au bénéfice non seulement des femmes, mais aussi de la jeunesse de Agouagon. Cette nouvelle étape du projet réjouit davantage les bénéficiaires qui rassurent sur l'utilisation judicieuse du joyau. Mido Gbenu, présidente Miton, Mazia, donc Enacheni, nous avons des essais de Mido Agouagon, mais nous avons évivé Mitan, bon, Mike Aloui, bon, Ideme, bon, donc Gbenu, tonton Miton, Cédric, Amoles, de non, nous commençons nous vitons l'air au fio, deux millions l'air au yame. Bon, peut-être une 4 de millions laissent yame et vivent une mi-temps. Le chef village, les sages et notables d'Agouagon s'engagent à s'investir pour l'entretien du chef-d'œuvre réalisé par Il Sorriso di Moc Italia avec le soutien de ses partenaires, notamment Chiesa Valdese. Je vais dire merci à la donatrice depuis l'Italie. Qu'elle ne baisse pas les bras. À côté de nos femmes, nous allons supporter le projet et ça ira. Nous devons remercier aussi tous les partenaires, tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre, de près ou de loin, pour que ce projet ait eu lieu et ait implanté sur notre site ici à Agouagon, particulièrement M. Amoles Cédric qui s'est battu dans l'ombre, Modeste Tokoro. Ils nous ont fait des réalisations de qualité. Nous les en sommes très reconnaissants. Depuis l'Italie, Daniela Mazia, présidente de Il Sorriso di Moc Italia, exprime son admiration aux femmes pour leur bravoure. Il Sorriso di Moc vous aime beaucoup. Merci. Courageuse, endurante, forte, belle, souriante. Merci. Bonjour. Ciao, ciao. Vous êtes merveilleuse, hein? Le lancement de la phase pratique du projet Maman Vite entretient l'espoir d'un lendemain meilleur aux femmes issues des milieux défavorisés d'Agouagon. De tout mon cœur. Au Bénin, les scarifications raciales ou les balafres représentent un élément d'identification. Elles permettent de lire mécaniquement l'ethnie d'une personne sur sa peau. Selon certains sociologues et selon spécialistes de la question, au-delà de la simple identification, d'autres fonctions s'y ajoutent. Et de nos jours, il est rare de croiser une personne qui porte des cicatrices ou des balafres. Sur le sujet, des citoyens de Cotonou exposent les biens fondés des cicatrices ou des balafres. Ils sont au micro de Francis Fahmi. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à les cicatrices. Je pense que c'est notre culture et nous devons, on peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui les Blancs même sont en train d'imiter pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part,
permettre de connaître l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel là, c'est tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille aura, toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il a pas fait raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous voulons... Moi, je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. On parle d'actualité hors de nos frontières. À présent, en Ouganda, le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi que Kampala est confronté à une épidémie d'Ebola qui a fait un mort dans la capitale. Une épidémie causée par la maladie virale Ebola Soudan a été confirmée à Kampala, en Ouganda, après confirmation par 3 laboratoires nationaux de référence, a déclaré la secrétaire permanente du ministère de la Santé, Diana Atwin, citée sur X. Il faut noter qu'un infirmier âgé de 32 ans a succombé à la maladie. Autre actualité hors de nos frontières, le roi Salman et son fils, le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, ont félicité ce 30 janvier Ahmad Al-Shara pour sa nomination comme président par intérim de la Syrie, a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Les dirigeants saoudiens ont adressé un message de félicitations au président Ahmad Al-Shara, président de la République syrienne, à l'occasion de son accession à la présidence durant la phase de transition, après l'éviction du président Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. Selon la même source, le nouvel homme fort de Damas espère l'aide de l'Arabie Saoudite pour la reconstruction de son pays. Mesdames, Messieurs, sur cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.